Cette scène me fit réfléchir sur ma situation. J'ai commencé à la voir sous son véritable esprit. Et mes avocats, dans leur conférence, se déchireront une partie du voile qui m'avait jusque-là couvert mes yeux. Le premier, M. Trépied, était un homme d'un esprit froid, juste et logique. Le meilleur moyen de se préparer à me défendre fut de m'attaquer sur tous les points qu'avais-je à faire à l'hôtel de poste. Pourquoi venir ce matin? Pourquoi ce courrier envoyé à Fontainebleau? Pourquoi donner des ordres dans les journées? Pourquoi ce bulletin qui cure la France entière? Pour le courrier de maille. Enfin, pourquoi arrêter les journaux et surtout les moniteurs qui contenaient les proclamations du roi? Enfin, c'était à ne pas finir. Mes réponses, oui, paraissaient ingénues et satisfaisantes. Mais elles ne facilitaient pas mes torts. Il fut bientôt convaincu que je vais céder à un mouvement et réfléchi. Cela ne suffisait pas pour m'absoudre jusqu'à la vue du jugement. Son opinion était que je serais condamné à 5 années d'emprisonnement pour être emparé de pouvoir. Chapitre 14. Les conférences préliminaires se continueront 2 fois par semaine pendant près d'1 mois. Peu de jours avant l'ouverture des débats, le moniteur m'apporta la terrible lettre adressée à la Chambre des pairs et signée du duc de Richelieu contre le maréchal Ney. Comment cet homme dont la renommée proclamait la loyauté et l'amenité des mœurs, l'impartialité et l'indépendance des caractères, peut-il pousser devant la chambre des pairs avec une colère brutale et sanguinaire, un des Français les plus recommandables de notre époque, qu'un des guerriers les plus illustres, un homme malheureux, prévenu, nos jugés dont les interrogatoires n'étaient pas connus et que la justice devait environner d'une compassion généreuse? Grandun de mes défenseurs, M. Delacroix, Frénéry, y entra dans ma chambre. Je lui présentai le moniteur. Une émotion profonde s'épeignit sur son visage en les lisant, et quand il finit, après quelques instants de réflexion, il me dit d'un air consterné: « Monsieur, je ne vois que trop où l'on ne veut venir, mais je suis vieux. Je voudrais pouvoir passer la dernière chute de ma vie loin des serais-je me sentir être faible pour supporter la persécution qui va se répandre partout? Souffrez donc que je dépose d'autres mains le fardeau dont je suis chargé. Mon ami Trépied trouvera facilement un collègue qui peut partager la défense. Je vous suivrai de conseils. Mais je ne me sens pas la force de paraître à l'audience. Je voyais ce vieillard si accablé que je me stinne de toute observation. Dans ce moment, M. Trépied arriva. Son confrère, après lui avoir présenté le journal, répéta sa résolution et il lui désignait un autre avocat pour le remplacer. Lorsque M. Trépied lui répondit roidement: « Je n'ai besoin de personne. Je défendrai toute seule mon client. C'est mon devoir. Aucune considération ne me fera reculer. » Et la conférence commença. Pendant que je me discutais peu ma vie, mon enfant mourait dans les bras de sa pauvre mère. Ce malheur devait avoir peu de suites incalculables. Je comptais sur cet enfant pour soulager sa douleur. Après ma mort, les soins qu'il réclamait et qu'elle lui
prodiguerait avec une tendresse si passionnée Louis Ferraillon que remis la vie. A-t-il été enlevé brusquement quelques heures. J'étais au désespoir. Le lendemain, lorsque les croix prennent vie au train, était où il me trouva. Louis supposait que la crainte de condamnation à mort était la cause de mon trouble. Est-il allé me prodiguer les lieux communs de consolation quand je lui annonçai les nouvelles malheurs dont j'étais frappé? Mon Dieu, me dit-il en me pressant dans ses bras, c'est trop à la fois. Oubliez le moment de faiblesse que je vous ai montré. Je ne vous quitterai plus. Oui, je vous défendrai. Elle tint noblement parole en venant à l'audience et en assistant son confrère pendant les cures des débats.